On a signalé sa disparition seulement une semaine après. Porte une attention particulière, tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose. Ils ont évoqué la possibilité qu'il s'agissait de meurtre. Elle était seulement vêtue de ses sous-vêtements. Il y a encore des gens qui sont encore de ce monde, qui savent des choses, ils n'ont jamais voulu s'impliquer pour ne pas avoir de problème. En 1969, un policier de Trois-Rivières est retrouvé mort dans sa voiture de service. S'est-il suicidé comme le prétendent les enquêteurs? En 1978, une jeune étudiante de Lennoxville disparaît. Les autorités policières et la direction du collège croient à une fugue. En 1980, débute une vague de décès inexplicables parmi les bébés aux soins intensifs d'une pouponnière. Les enquêteurs soupçonnent bientôt une jeune infirmière. Meurtre ou décès, ado mystère. Un mort dans un endroit inusité, est-ce un meurtre, un accident ou un suicide? On dit qu'une scène de crime parle aux policiers. Mais lorsque les enquêteurs chargés de l'affaire sont eux-mêmes soupçonnés d'avoir caché des preuves, qui reste-t-il pour élucider le mystère? Lentement, l'agent Georges Marquis s'engage dans ce sentier. Ses superviseurs lui ont demandé de porter une attention particulière à ce boisé isolé aux limites de Trois-Rivières. Dans le sol détrempé par les averses des derniers jours, le policier a remarqué des traces de pneus. Plus loin, sur ce sentier qui mène nulle part, une Chevrolet semble abandonnée. Le policier est convaincu qu'il s'agit de la voiture empruntée 5 jours plus tôt par un collègue dont on est sans nouvelles, Louis-Georges Dupont. Il a un mauvais pressentiment. Il est un peu plus de 10h30. Par la fenêtre, le constable voit le corps d'un homme affaissé sur la banquette avant. On pourrait croire que l'homme est endormi. Mais le policier sait qu'il n'en est rien. Il sait d'instinct qu'il s'agit du corps du détective Dupont. L'agent Marquis contacte le poste 1 de la police de Trois-Rivières. L'affaire Louis-Georges Dupont vient de commencer. En 1969, le service de police de Trois-Rivières est soupçonné, selon la rumeur publique, de participer aux activités du crime organisé. Prostitution, paris illégaux, racket de la protection des commerces et trafic de drogue. Plusieurs policiers accepteraient des pots de vin pour fermer les yeux. La ville de Trois-Rivières était une ville ouverte. On savait que le crime organisé s'était implanté à Trois-Rivières au niveau Barbotte, prostitution, prêt et géraire. La mafia italienne de Montréal avait beaucoup accès à Trois-Rivières et il y avait, d'une certaine époque, des policiers ripoux. En 69, disons, l'escouade des détectives, surtout, c'était assez corrompu. C'était un échevin qu'à un moment donné, il a dit « J'ai les plaintes des citoyens, c'est assez. On va porter plainte au gouvernement. » C'est comme ça qu'ils ont fondé la Commission de police du Québec. L'enquête de la Commission de police va rapidement progresser grâce aux révélations d'un honnête policier de Trois-Rivières. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait un policier, Louis-Georges Dupont, qui était un policier assez spécial. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises. Et lui soupçonnait des gars avec qui il travaillait que ces gens-là étaient des ripoux. Et c'est là que l'affaire Dupont a vraiment commencé. Le 5 novembre 1969, l'agent Dupont, l'un des témoins clés de la commission de police, est anxieux. Il avait dit à ma mère, ça va être dangereux. Ce matin-là, il quitte la résidence familiale pour reconduire sa fille à l'école de secrétariat.
dit à ma mère de ne pas envoyer les enfants à l'école, mais par contre, il va conduire ma soeur à l'école privée. Et puis, elle dit, les 3 dernières journées, quand il est venu me reconduire à l'école, il y avait toujours des chars noirs qui nous suivaient. Les chars noirs, bien, assure que c'est les gros chars de police. Il y en a des chars noirs non identifiés, aucune sirène là-dessus. Bien sûr que c'est de ces chars-là. Après avoir reconduit sa fille, il arrive au travail. Depuis quelques jours, il n'est plus le même. Il craint les représailles de ses collègues qu'il a dénoncés devant les juges. Certains lui ont même clairement fait savoir que ses jours sont comptés. Au bureau, il croise le sergent détective Lawrence Buckley. Il s'informe des affaires courantes, puis quitte à bord de la voiture de service banalisée numéro 190. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il a laissé son auto personnelle là. Il est parti avec l'auto de service de la police. Ensuite de ça, il est disparu. À la fin de son quart de travail, il ne revient pas à la maison et le soir même, son épouse signale sa disparition. Il y a mon oncle qui a analysé un avion, qui a patrouillé les bois de Trois-Rivières, secteur, parce que Trois-Rivières va assez loin. Ils appellent ça le boulevard Saint-Jean. Ils ont patrouillé les bois, parce qu'il se partait des rumeurs que peut-être qu'on le trouverait dans les bois du nord de la ville. Alors, il y a eu une patrouille qui s'est faite. Ils n'ont pas rien trouvé. Il y a des clairières, à des places, il y a bien des petits sentiers. Il n'y a personne qui n'a rien vu. Dans les jours qui suivent, son épouse Jeanne d'Arc Dupont remarque la présence de grosses voitures noires stationnées devant la maison. Elle a le sentiment que son domicile est sous surveillance. Pendant ce temps, on n'est toujours sans nouvelles de son mari. La rumeur court que le sergent Dupont aurait été vu le matin de sa disparition en compagnie d'une jeune femme aux mœurs légères. La journée même du 5, il se part à la radio qu'il aurait été vu avec une jeune fille. Fait que, mais 4 heures plus tard, le lieutenant détective du poste de la police de Trois-Rivières dit OK, finalement, la jeune fille, c'était pas une inconnue, c'est sa fille qui allait amener à l'école à tous les matins. Mais la rumeur est lancée. Le 10 novembre 1969, le constable Georges Marquis découvre le corps de Louis-Georges Dupont dans un boisé au nord de Trois-Rivières. On a retrouvé mon père 5 jours plus tard, le 10 de novembre 1969, dans les bois du nord de la ville de Trois-Rivières, aux limites. Il appelait ça le boulevard Saint-Jean, aux limites. Il y a un policier qui est attitré par son supérieur d'aller faire du radar, supposément, il appelait ça le boulevard Saint-Jean. D'aller faire du radar là. Il passait à peu près une voiture à l'heure dans ce temps-là. C'est à peu près à 12 000 du poste de police de Trois-Rivières. Fait qu'en revenant, ils ont dit, bien là, en même temps, on les a faites cette semaine, mais il y a des petits sentiers. Si tu vois quelque chose, là, porte une attention particulière, tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose. L'agent Marquis informe aussitôt le capitaine détective Georges Gagnon et le directeur adjoint Roland Poitras, qui dépêchent sur les lieux enquêteurs et policiers. Le petit boisé du boulevard Saint-Jean devient possiblement une scène de crime. L'enquête est confiée au lieutenant-détective Jean-Marie Hubert. Pour plusieurs, cette affectation a de quoi étonner. Le détective Hubert est l'un des principaux policiers visés par la commission de police. Jean-Marie Hubert, c'était le lieutenant-détective, le supérieur immédiat de mon père, contre qui mon père avait une peur depuis plusieurs semaines, suite à des témoignages qui s'étaient dits à la commission de police. Puis c'est lui-même qui a fait l'enquête. Le détective Hubert, celui-là même qui a été dénoncé à la commission de police par Louis-Georges Dupont, est chargé d'enquêter sur la mort du policier. Un photographe judiciaire prend de nombreux clichés. Puis, le corps de Louis-Georges Dupont est sorti du véhicule pour être transporté à la morgue de Trois-Rivières. Les policiers procèdent alors à une fouille minutieuse de la voiture de service numéro 190. Sur le plancher, l'agent Gagnon trouve l'arme de Dupont,
un Colt de calibre 38 à canon court. Sous le pare-soleil, une note portant la notation « Pour ma femme ». Les termes de celle-ci sont simples, mais explicites. Jeanne d'Arc, tu verras l'avocat Yvan Godin et le notaire Gilles Garceau avec tous les papiers. Je vous aimais tous beaucoup. Je vous demande pardon. Louis-Georges. Pour les détectives, tout porte à croire que l'agent Dupont a mis fin à ses jours avec son revolver de service. Mais les empreintes de pneus devant la voiture de Louis-Georges Dupont, qui auraient dû être effacées par les plus abondantes des 5 derniers jours, soulèvent des doutes dans l'esprit de certains. Quand ils l'ont trouvé dans le clairière, là, ça s'est fait vite. Même que le garagiste qui a remorqué l'auto, il dit, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2 polices qui m'attendaient. Là, tous les autres étaient partis. Ils étaient partis chez ma mère, probablement. Ils s'en venaient vers Trois-Rivières. Ils ont dit, je suis arrivé, il a dit, non, tout est correct. Accroche ça, envoie ça au poste, t'as pas d'affaire à garder dans le char. On remorque la voiture de service de l'agent Dupont au quartier général. Entre-temps, Jacques, son fils aîné, est amené à la morgue pour identifier le corps de son père. Pendant que j'étais après à identifier mon père comme ça, puis je le regardais, vous comprenez, le paletot, il l'avait ouvert, là. Qu'est-ce qu'on voit sur les photos, le paletot est ici. Mais il l'avait ouvert plus grand que ça, fait que le sang allait encore plus loin. J'en avais plein la vue, là. Tu sais, j'arrive, tu vois ton père là, et puis je l'identifie. Puis pendant que j'étais après l'identifier, M. Poitras, il dit, Jacques, cette valeur, mais ton père, là, s'est enlevé la vie, là. Juste en élevant le ton, juste au bon moment. Alors là, moi, je suis rendu, là, j'étais après à regarder, 5-6 secondes, je suis rendu à face. Je vois le nez écrasé, à peu près ça de l'air, la barre blanche, plein de sang, la chemise tout virée, tout le rebord de la chemise virée à l'envers. Mais là, moi, j'ai 19 ans, je suis entouré de police, là. Je peux pas faire grand-chose. Il me dit ça. Là, pendant que je repars de la tête et je redescends, dans les 5 secondes, il reprend. Jacques, cette valeur-là. Mais ton père, là, s'est suicidé. Sur l'heure du midi, pendant que j'identifiais mon père, il y avait des grandes portes où il y a les camions pompiers. Ma mère, elle décide, avec son frère, elle dit, je vais aller voir le char au poste. Elle est rentrée par la porte, elle a ouvert la porte, elle a regardé dans l'auto, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Ben, elle dit, on lavait le siège. Elle, dans son idée, elle pensait qu'il y avait eu le temps de laver tout le siège, puis tout. On sait bien s'il y a eu du sang là. À un moment donné, tu peux pas, ça part pas, ça, là. Le corps de Louis-Georges Dupont est autopsié le même jour par le docteur Jean Hould, qui conclut dans son rapport que l'agent Dupont s'est suicidé avec son arme de service. Selon le rapport, la balle a pénétré par la poitrine, a traversé le cœur pour ressortir dans le dos. Il ne fait aucun doute pour la famille que la mort de Louis-Georges est un meurtre déguisé en suicide. Bien, tout de suite, au départ, quand on ramenait le linge de mon père à la maison, ma soeur Rowan avec ma mère, on dit, ben voyons donc, c'est pas son côte, ça, il est parti avec une belle habit grise, puis le vêtement, son trench, il est plein de boîtes, puis il y a un trou dans l'épaule, que c'est ça. On dit, comment ça qu'on n'a pas vu ça? Comment ça? Comment ça que mon père est couché du côté droit dans l'auto, puis qu'il y a du sang qui sort par le côté gauche de l'oreille, on voit la trace de sang au collet de chemise, puis qui est tout bleu ici, la lividité cadavérique, on ne connaissait pas ça dans le temps. Avec Internet aujourd'hui, puis tout ça, on apprend des choses. Il est couché là. Comment ça que cette site qui est bleuté? C'est le côté droit qui aurait dû être bleuté. Le sang ne peut pas monter par la gravité. Bien, c'est sûr qu'à l'époque, on n'a pas tout vu ça. Aujourd'hui, on a découvert les photos. Mon père, il a le nez cassé. Il n'y a pas de sang dans la voiture. Il y a 2 balles dans le dos. Il n'est pas habillé comme qu'il était parti. Il y a des traces de pneus fraîches à l'avant. Il y a 2 lettres de suicide. C'est pas son écriture. La signature, c'est pas sa signature que c'est lettres. C'est toute la police qui a trafiqué jusqu'au négatif. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait présentement? Ça ne peut pas être un tueur de la mafia. Il faut que ça soit la police là, qui ait trafiqué jusqu'au négatif. Le sergent Dupont est mis en terre le 13 novembre 1969. On fait des funérailles civiques à mon père le 11. Le 11, mon père est exposé le 12 puis le 13. Il y a des funérailles civiques avec un vigile policier à côté de la tombe tout le temps. Si ça rouvre à 9 h le matin, il est là, du matin au soir, les 3 jours. On ne fait pas ça à un gars qui s'est suicidé, là. Ça, c'est quelqu'un qui est mort en devoir.
Même 42 ans plus tard, les questions demeurent sans réponse. On n'a jamais eu de constat de décès. On ne l'a pas encore, le constat de décès, ça fait 42 ans. C'est impensable, parce qu'un constat de décès, ça s'en va à 3 places, ça. Il y a la morgue, il y a la morgue. Philibert, il aurait dû avoir une copie. Si c'est fait à l'hôpital, s'il y a une autopsie à l'Institut médico-légal, le ministère de la Justice, c'est fait en 3 copies qu'ils nous ont dit. Il n'y en a pas. C'était une tâche, l'affaire Dupont, pour la corps de police de Trois-Rivières. Pour les gens qui nous regardent, là, qui ont plus de 60 ans, vont s'en rappeler de l'affaire. Ça a été une tâche, l'affaire Dupont. Et aujourd'hui, ça sera également encore un mystère, le décès de M. Dupont, même si on vient de nous dire, à la suite de l'enquête de la Sûreté du Québec, qu'on en vient aux mêmes conclusions, qu'il s'agit d'un suicide, que Louis-Georges Dupont s'est enlevé la vie. Quelqu'un, quelque part, connaît la vérité sur l'affaire Louis-Georges Dupont, et peut-être que cette personne, c'est vous. Il y a encore des gens qui sont encore de ce monde, qui savent des choses, mais n'ont jamais voulu s'impliquer pour ne pas avoir de problème. Après plus de 40 ans, la question demeure. L'agent Dupont s'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné parce qu'il en savait trop? Les enquêteurs ont-ils bien fait leur travail et surtout, avaient-ils la volonté de faire toute la lumière sur cette affaire? Les annales judiciaires regorgent d'histoires où, refusant de voir un acte criminel, les enquêteurs ont détruit des preuves importantes. À de rares occasions par intérêt, mais parfois simplement par laxisme, et ce, malgré les doléances des proches de la victime. L'affaire Teresa Allard en est un bien triste exemple. En ce matin du vendredi saint, Robert Ride entreprend de faire la tournée de ses pièges. Ride, qui chasse les rats musqués pour leur fourrure, connaît bien les boisés de Compton. Vers 10 heures, alors qu'il s'affaire à remettre en place des collets, il aperçoit entre les arbres une forme blanche. Il pense d'abord à un mannequin. Hélas, il ne s'agit pas d'un mannequin, mais du corps en partie décomposé de Teresa Allard, une jeune femme portée disparue depuis bientôt 6 mois. Il fait un temps magnifique en ce 3 novembre 1978. À Lennoxville, le collège Champlain accueille des étudiants qui viennent d'un peu partout, dont Teresa Allard, originaire du Nouveau-Brunswick. L'étudiante de 19 ans loge à Gaylord House, une imposante résidence victorienne située dans le village voisin de Compton. Le collège est à Lennoxville, les résidences se trouvaient à Compton. Et il faut se rappeler qu'on est dans les années 70, alors c'est un peu hippie. Il n'y a pas aussi de contrôle, de surveillance qu'il y a comme aujourd'hui. Alors, les étudiants étaient beaucoup laissés à eux-mêmes. On pouvait faire des parties jusqu'à n'importe quelle heure. Il n'y avait pas de prise de présence en classe. Après le petit déjeuner, vêtue de son pullover beige et d'une écharpe verte autour du cou, elle se précipite pour attraper le bus, assurant la navette entre Gaylord House et le collège Champlain. Elle est allée à ses cours, et puis à l'heure du dîner, elle est allée rejoindre ses amis pour dîner à la cafétéria. Et à ce moment-là, elle était fumeuse, donc elle aurait demandé une cigarette à des amis. Et puis, suite à ça, elle serait retournée à ses cours. Et puis, à cette époque-là, il y avait seulement 2 autobus qui ramenaient les étudiants du collège au dortoir à Compton. Et ses amis ne l'ont pas vue embarquer dans l'autobus. Et personne n'a vraiment remarqué son absence jusqu'à la fin du week-end. On dirait que toutes ces choses semblent arriver un vendredi. Ce n'est qu'après le week-end qu'on a remarqué qu'on ne l'avait pas vue, qu'elle ne s'était pas présentée dans les endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Pendant une semaine, personne ne s'inquiète de l'absence de Teresa. On a signalé sa disparition seulement une semaine après. C'est son frère, André, qui a commencé à remarquer qu'elle était absente, ses amis aussi. Alors là, il a fait le tour de ses amis, puis ses amis lui ont dit qu'il ne l'avait pas vue. Il a appelé les parents et puis tout ça. Et alors, il est allé voir les autorités à l'école pour déclarer sa sœur disparue.
La police n'a pas pris le cas de Teresa au sérieux, parce que les jeunes de ce collège avaient la réputation d'être des fêtards. Pour la famille de la disparue, il est clair que quelque chose de grave est arrivé. Chose curieuse, de leur côté, les autorités continuent de favoriser le scénario de la fugue. Le chef de la police de Lennoxville transmet même au douanier du Vermont un portrait de Teresa, laissant supposer que celle-ci pourrait être impliquée dans un trafic de drogue. Ils ont évoqué divers prétextes. Elle était peut-être en goguette. Elle était peut-être partie avec un amoureux. Elle avait peut-être d'autres motivations secrètes. Elle se droguait peut-être. Il semblait davantage intéressé à accoler une étiquette négative à cette pauvre fille qu'il ne connaissait même pas, plutôt que de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Au collège Champlain, l'administration se montre tout aussi laxiste. À l'époque, on ne donnait pas autant d'importance aux personnes disparues comme on le fait aujourd'hui. Alors, évidemment, je suis certaine qu'aujourd'hui, une personne qui disparaît, les choses, au collège, les choses seraient beaucoup différentes. Mais à l'époque, non, il n'y a pas de grandes mesures qui ont été prises immédiatement pour essayer de retrouver Teresa. Pour les parents de Teresa, ces spéculations, qui ne font que salir la réputation de leur fille, sont non seulement calomnieuses, mais surtout injustifiées. Après une brève enquête, la police a dit à ma famille que ma sœur était probablement morte d'une overdose, que les étudiants avaient paniqué, qu'ils avaient pris son corps et s'en étaient débarrassés ici. Je crois qu'elle a été victime d'une agression sexuelle suivie d'un meurtre. Après la disparition de Teresa, les parents étaient un peu déçus de la façon dont les autorités ont pris l'affaire en main. Alors, ils ont engagé Robert Belac. C'est un détective privé. Alors, ils l'ont engagé, lui, pour faire une enquête privée. Robert Belac se rend au collège Champlain et à la résidence Kellogg House pour retracer les derniers faits et gestes connus de la jeune femme. Son enquête met un sérieux bémol sur l'hypothèse de la fugue, favorisée par la police de Lennoxville. Dans la chambre de Teresa, le limier découvre sa bourse et ses chaussures de sport, deux items dont elle ne se séparait jamais bien longtemps. Il y a deux théories. La première théorie, c'est que la dernière fois qu'elle a été vue, ça a été par ses amis cet après-midi-là au collège. Et l'autre théorie est qu'il y a deux filles, particulièrement une qui a dit qu'elle a été vue à Compton, au dortoir, ce soir-là, vers environ 9h30, et qu'elle lui aurait même parlé. Il y a un flou là, parce que personne ne sait vraiment. A-t-elle attendu le bus suivant, qui passait plusieurs heures plus tard? A-t-elle fait de l'autostop? Comment est-elle arrivée là? Est-elle retournée à sa chambre ou non? Le corps de Teresa a été retrouvé 5 mois après sa disparition, le 13 avril 1979, à Compton, dans une crique, à moins d'1 kilomètre de la résidence. Elle était seulement vêtue de ses sous-vêtements. Les explications de certaines autorités concernant le fait qu'elle a été retrouvée seulement en sous-vêtements et qu'on n'a pas retrouvé ses vêtements ont été à l'effet que le courant de l'eau aurait enlevé le reste de ses vêtements. Ce qui est totalement ridicule parce que c'est une petite crique. Alors, il n'y a pas vraiment de courant assez fort. Et puis, c'est vraiment petit, là, on aurait retrouvé ses vêtements. Le caporal Gaudreau demande à ses hommes de ratisser le secteur à la recherche d'indices. Un individu a remarqué des marques autour de son cou et on a pensé qu'elle avait pu être étranglée. Cela ouvre la porte au fait que la police a été négligente dans cette affaire et que finalement, qu'elle aurait été assassinée. Lorsqu'on a retrouvé le corps de Teresa, il n'y a aucune pièce à conviction qui a été retrouvée autour. En fait, les seules pièces à conviction étaient ses sous-vêtements et puis sa montre qu'elle portait toujours sur elle. Elle avait aussi un foulard qui était coupé en deux, qui a été retrouvé non loin de là. À l'autopsie, le légiste reste flou sur les causes du décès. À l'époque où on a fait l'autopsie sur Teresa, le médecin légiste a fermé son rapport d'autopsie avec la notion de mort violente de nature indéterminée.
Les tests toxicologiques montrent qu'au moment de sa mort, Teresa n'était ni sous l'influence de la drogue, ni sous l'influence de l'alcool. Pendant des années, la mort de Teresa alors va demeurer dans une zone grise. C'est très frustrant pour la famille et pour les proches de Teresa, pour moi aussi, parfois, de savoir que... C'est sûr qu'on ne peut pas changer le passé, de savoir que les autorités n'ont pas traité ça avec autant d'importance qu'ils auraient dû, même si scientifiquement, on n'a pas de preuves pour l'instant. C'est évident que c'est une mort suspecte. En 2002, John Allor, l'un des frères de Teresa, décide de revoir tout le dossier. Il était hanté, évidemment, par la mort de sa sœur. Et puis, il a décidé d'organiser une battue à Austin, à Magog. Parce qu'à l'époque où Teresa a disparu, il y a des vêtements qui ont été vus dans une partie d'un boisé. Et apparemment, les vêtements qui ont été vus là-bas correspondaient à ce que Teresa portait lorsqu'elle était disparue. Qu'est-ce qui était un peu bizarre aussi, c'est qu'à l'emplacement où on a vu ces vêtements-là, le corps d'une autre victime a été retrouvé, celui de Louise Camira. À Lennoxville, John Allor, en examinant le dossier de sa sœur Teresa, réalise que la police s'était bien gardée de mentionner que plusieurs agressions sexuelles avaient été rapportées dans le même secteur, dont 2 meurtres. Vu un tel cafouillage, le décès de Teresa Allor n'a jamais été résolu. Son frère John se demande encore quelles sont les chances de voir le meurtrier de sa sœur être mis sous les verrous. Il y a là un lien qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on enquête. Il m'apparaît qu'on aurait pu faire davantage pour elle et pour sa famille. L'indifférence des policiers et d'une communauté entière peut permettre à un assassin d'échapper au filet de la justice, comme ce fut probablement le cas pour Teresa Allor. Au contraire, lorsqu'une hystérie collective s'empare de toute une communauté, que la presse alimentée par une furie populaire exige rapidement un coupable, il faut espérer ne pas faire partie de la liste des suspects. Il est un peu plus de 3 heures du matin. À la lumière tamisée des unités 4A et 4B de l'hôpital pour enfants malades de Toronto, les bébés de la pouponnière situés près du poste des infirmières dorment à point fermé. L'une de ces petites patientes, Laura Woodcock, a à peine 3 semaines et elle se bat pour sa vie. Depuis la naissance, elle présente des signes d'arythmie cardiaque. Au moment de sa ronde, l'infirmière responsable de l'unité 4B note que la petite Laura Woodcock présente des troubles respiratoires. Elle semble fiévreuse et son rythme est irrégulier. Récemment, les cardiologues ont révisé leur diagnostic et ont arrêté son traitement à la digoxine, un médicament qui permet de régulariser le rythme cardiaque. À la fin de son quart de travail, à 8 heures, Bertha Bell doit informer Susan Nails, l'infirmière du jour, de l'état préoccupant de la petite Laura et elle demande que le médecin la voie le plus vite possible. À 9h40, en cette magnifique matinée ensoleillée de juin, la petite Laura Woodcock meurt subitement d'un arrêt cardiaque. L'hôpital pour enfants malades de Toronto, situé au centre-ville de Toronto, jouit d'une solide réputation pour la qualité de ses soins. Rien n'aurait pu préparer son personnel à cette sombre saga qui va bientôt s'abattre sur l'établissement. Entre juin 1980 et mars 1981, à l'hôpital pour enfants malades de Toronto, il y a eu une augmentation subite des décès dans un département particulier. Les infirmières qui travaillaient au département de cardiologie de l'hôpital pour enfants malades étaient préoccupées par le nombre élevé de décès qu'il y avait dans leur département. Elles travaillaient avec des enfants très malades, certains avec des problèmes cardiaques extrêmement sévères. Et bien sûr, on s'attend à un certain nombre de décès. Mais il semblait qu'on avait affaire à un plus grand nombre de décès qu'auparavant. 8 jours après le décès de la petite Laura Woodcock, Allen Perrault, un poupon d'1 mois, meurt subitement à 13h45. 2 semaines plus tard, Andrew Bilodeau, lui aussi âgé d'1 mois, meurt à 14h10.
Suivent coup sur coup les décès de David Taylor et de Amber Dawson. Le personnel hospitalier est inquiet. Elles ont parlé de leurs préoccupations avec le personnel médical et on les a rassurées en leur confirmant que chacun de ces décès était en rapport direct avec la condition médicale des victimes. En septembre, et 20 autres morts plus tard, une enquête interne est ouverte. Puis, un rapport du bureau du coroner concernant un des enfants morts en janvier faisait mention d'un taux très élevé de digoxine dans le sang de la victime. Administrée massivement, la digoxine peut être mortelle. Or, les analyses toxicologiques révèlent que l'enfant a reçu une dose 13 fois supérieure à la norme. La digoxine est le produit dérivé d'une plante qu'on utilise pour traiter l'arythmie cardiaque et aussi pour augmenter la puissance des battements cardiaques. Et tous ces bébés avaient été traités avec la digoxine. C'étaient surtout des prématurés très petits et qui se battaient pour rester en vie. C'était une prescription parfaitement pertinente pour ce type de cas. Aussi, il n'est pas surprenant que l'analyse sanguine post-mortem ait révélé la présence de ce produit dans leur sang. 2 semaines plus tard, un 27e et un 28e bébé meurent subitement. Là encore, l'autopsie révèle des doses anormalement élevées de digoxine. Cette fois, plus de doute. Quelqu'un empoisonne les poupons de l'hôpital. Le dossier est de facto transféré à la police de Toronto. 2 jours après que la police eut été amenée sur place, parce que sa présence avait été réclamée pour assister le coroner et non pas pour faire une enquête criminelle, ils ont émis l'hypothèse de possible meurtre. Les membres du personnel, médecins, infirmières et employés d'entretien, sont interrogés et leurs casiers inspectés. Vu le climat de suspicion, les infirmières consultent Elizabeth McIntyre, une jeune avocate qui débute sa pratique. Elle leur conseille de ne pas parler sans la présence d'un avocat. Le 22 mars, un autre bébé meurt. Les autorités comprennent qu'elles doivent agir promptement. Cela s'est passé autour du 20 ou du 21 mars. Le 25 mars, on arrêtait Susan Nels et on l'accusait du meurtre de l'un des enfants. Lors de son arrestation, la jeune infirmière refuse de répondre aux questions des policiers. Elle aurait dit aux policiers qu'elle souhaitait parler à un avocat avant de répondre à leurs questions. Et c'est cette réaction qui aurait convaincu les policiers qu'elle était bel et bien coupable. Plus de la moitié des morts suspectes sont survenus durant le quart de travail de la jeune infirmière de 18 ans. Susan Nels était l'une des infirmières qui travaillait au département de cardiologie de l'hôpital. Les infirmières étaient divisées en équipes et la police avait découvert que cette équipe était au travail lorsque plusieurs de ces morts suspectes s'étaient produites. Or, juste avant cette arrestation, un autre enfant était décédé. Un enfant placé sous la supervision de Susan Nels. Malgré cette arrestation, l'établissement continue d'être le théâtre d'événements étranges. En septembre 1981, une infirmière de l'unité des soins cardiaques découvre dans sa salade, achetée à la cafétéria de l'hôpital, une capsule de propranolol, un autre régulateur cardiaque. Quelques jours plus tard, Phyllis Traynor, une seconde infirmière, trouve dans sa soupe, elle aussi prise à la cafétéria, 2 capsules du même médicament. Flanquée de 2 de ses avocats, la prévenue est apparue calme. C'est le 11 janvier 1982 que débute l'enquête préliminaire de Susan Nels, suspectée de la mort de 4 des bébés. Je crois que les procédures ont commencé au début de 1982 et ont duré environ 6 mois. À la fin, le juge Wanak a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves
pour tenir un procès. À l'instant, le juge David Wanik a estimé qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour affirmer qu'elle avait administré des doses fatales de digoxine à 4 bébés de l'hôpital pour enfants malades de Toronto. La preuve de la couronne s'effondrait. Suzanne n'était pas en devoir lorsque ses enfants, ou du moins certains de ses enfants, étaient décédés. De fait, elle était en vacances à l'étranger. Alors, s'il y avait bel et bien eu un geste ayant provoqué la mort, il est clair que Suzanne Nels n'en était pas l'auteur. Suzanne Nels est innocentée, mais le mystère de ces morts suspectes de poupons reste entier. Qui les a tués? Il continuait de régner un climat de suspicion entourant le fait que les bébés de l'hôpital pour enfants malades avaient été assassinés et qu'aucun coupable n'avait été identifié. Les événements à London, à 200 km de Toronto, vont bientôt ajouter un nouveau suspect, invisible celui-là. Dans sa clinique de radiologie, le docteur Gavin Hamilton cherche à comprendre pourquoi il fait face à une augmentation de réactions allergiques chez ses plus jeunes patients. J'étais radiologiste spécialisé dans les diagnostics avec un intérêt spécifique concernant les maladies du rein. Et j'avais réalisé environ 1 millier de radiographies spéciales des reins, du genre de celles où on injecte un colorant dans le bras. Le colorant circule dans le système et les reins absorbent le colorant, lequel est alors visible sur les radiographies. J'avais remarqué un nombre anormal de réactions mineures au colorant. C'est alors que j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal avec le colorant que nous utilisions. Alors j'ai changé de l'eau de colorant, mais les réactions continuaient. Ses premières recherches lui permettent de constater que la teinture est contaminée par une substance toxique et allergène qui provient de l'embout de caoutchouc dans les seringues qu'il utilise. À court de suspects, à Toronto, les autorités se tournent vers le Centre américain pour le contrôle des maladies, le ACDC, un organisme américain chargé de déterminer la nature de décès inexpliqués. Le Centre d'Atlanta pour le contrôle des maladies s'est vu confier le mandat de faire une enquête indépendante concernant les éléments de preuve dans le décès des enfants. De toute évidence, l'une des observations était l'augmentation inexpliquée du nombre de décès qui se produisaient dans ce département en particulier, en comparaison avec les 9 mois précédents. Dans ces conditions, la question devenait « Pourquoi davantage de morts dans ce département alors que ce n'était pas le cas auparavant ?» La mort par injection de digoxine est formellement établie dans au moins 10 de ces décès. Les experts américains confirment l'hypothèse de la police de Toronto. Il y a un tueur en série à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Un ange de la mort s'emploie à éliminer les petits patients de l'unité des soins cardiaques. Leur rapport a été déposé à l'automne 1982 et la conclusion en était qu'il y avait eu 8 meurtres. Alors vous pouvez imaginer l'impact que la publication de ce rapport a eu sur la perception du public et la force de la réaction suscitée, réclamant que quelque chose soit fait. Le ministère de la Justice de l'Ontario ordonne une commission royale d'enquête. Le juge Grange remet son rapport après 191 jours de déposition. Selon lui, 8 des enfants du HSC ont définitivement été assassinés et 13 autres l'ont peut-être été. Le magistrat n'accuse toutefois personne de ces méfaits. Il suggère même une compensation financière pour Suzanne Nels. Le système a fonctionné, mais à un prix exagéré. Et ce prix a été payé par Suzanne Nels. Si le rapport du juge Grange ne cible aucun suspect, les taux de digoxine chez les poupons décédés demeurent une cause apparemment incontournable. Puis en décembre 1987, le docteur Ed Napke de Santé Canada appelle le docteur Gavin Hamilton. Dans la revue médicale, il a lu l'article du radiologiste sur ses recherches sur la contamination au MBT par les seringues.
Il lui demande si le MBT ne serait pas en cause dans les morts des enfants attribués à la digoxine à l'hôpital de Toronto. J'avais pris en compte la digoxine dans ma recherche sur le MBT. Le MBT est une toxine. C'est toxique pour les cellules. Et plus encore, on a prouvé que c'était une toxine à effet cumulatif. À la manière d'un enquêteur de police, le docteur Hamilton traque le fameux tueur en série des enfants sous la garde de Susan Lairs. Mais pour lui, ce tueur n'a pas de visage. À la même époque, entre 1981 et 1983, au Centre national d'analyse des médicaments aux États-Unis, il procédait à des tests sur des seringues à dose individuelle. Ils étaient confrontés à un problème, et ce problème concernait la digoxine. Ils ont découvert que le taux de digoxine était beaucoup plus élevé que ce qui était indiqué sur les unités destinées à être injectées. Alors ils ont remonté le fil et se sont intéressés aux méthodes utilisées pour tester la digoxine. Et ils se sont rendus compte que c'était le test de PLC qui était erroné. Il mesurait quelque chose d'autre que la digoxine. De fait, il mesurait le MBT. La plupart des méthodes utilisées à l'époque impliquaient l'usage d'un anticorps pour réagir à une substance donnée. Or, le problème revient à ceci: jusqu'à quel point l'anticorps est-il capable de reconnaître la digoxine et seulement la digoxine? Mais dans ce cas-ci, l'anticorps réagissait à plusieurs substances à différents degrés. Les MBT, qui contaminent ainsi les seringues et qui faussent les analyses des taux de digoxine lors des autopsies des poupons, sont de plus aggravés par le format des seringues utilisées. Le problème avec les enfants, c'est qu'on utilise sur eux le même type de seringue qu'on utilise pour les adultes. En conséquence et en simples termes de proportion, les enfants reçoivent des doses beaucoup plus concentrées de MBT dans leur corps. Cette toxine insidieuse, qui a échappé aux enquêteurs à Toronto, a également trompé les autorités des Pays-Bas, où une vague de mystérieux décès de poupons a également sévi. Un nouveau cas en provenance des Pays-Bas présentait des similarités étonnantes avec ces cas d'analyse. Une infirmière avait été condamnée pour avoir administré de la digoxine à des bébés. Cette infirmière, Lucia de Berck, sera finalement libérée au bout de 6 ans d'incarcération, grâce entre autres aux recherches du docteur Gavin Hamilton. Mais une toxine invisible ne fait pas un bon tueur pour la presse à sensation. Les préjugés sont tenaces. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens demeurent convaincus de la culpabilité de la jeune infirmière de Toronto. On dirait que le préjugé demeure, à la fois dans l'esprit de la police comme dans celui du public, lesquels, de manière générale, aiment bien les infirmières. Mais on dirait qu'ils se plaisent à croire qu'il y a toujours un monstre qui se cache parmi elles et, lorsque quelque chose tourne mal, on dirait que c'est une manie pour la police de sauter à la conclusion qu'une infirmière est coupable. Ce qui mène alors à une surenchère de la part des médias pour en faire une énorme histoire. Dans l'affaire des enfants au HSC de Toronto, les enquêteurs ont été confrontés par le risque d'entacher la réputation des infirmières et par celui de ne pas trouver les coupables. Ultimement, il ne peut y avoir qu'une vérité. Encore faut-il la trouver. Les bambins à Toronto sont-ils décédés de cause naturelle ou ont-ils été assassinés? Teresa alors, s'est-elle perdue dans les bois Compton ou y a-t-elle été agressée? Le détective Louis-Georges Dupont à Trois-Rivières a-t-il été tué ou s'est-il suicidé? Dans certaines affaires, la vérité s'entoure d'un voile de mystère pendant trop longtemps.